Et c'est parti pour une demi-heure d'actualité des régions. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les lignes bougent à mort, de la vente ambulante de café à la tapisserie. De plus en plus de femmes s'imposent dans des métiers dits d'hommes. Nous verrons dans ce journal comment cette nouvelle donne favorise l'insertion socio-professionnelle des femmes dans la région du Tompi. Elles ont choisi le mandarin comme passeport pour l'avenir. À Yaoundé, dans la commune de Guiglo, des collégiennes du collège moderne Dominique Ouattara font le pari du chinois. Pourquoi le mandarin est-il devenu la langue coup de cœur pour ses élèves? Reportage à suivre. La viande de bœuf n'est plus très accessible sur les marchés ivoiriens. Difficile réalité pour les consommateurs et les commerçants du Sud Comoé. Nous irons à Beaunois pour constater le quotidien des ménages éprouvés par le coût élevé de la viande de bœuf. Je vous le disais à l'instant, elles brisent les barrières, elles arrivent à s'imposer dans des métiers autrefois réservés aux hommes et elles arrivent aussi à se faire une place au soleil. Vous le verrez, à Mans, il n'est plus du tout étrange de rencontrer une femme qui est conductrice de transport urbain ou encore une femme tapissière. Ces femmes qui, sans complexe, redonnent donc une nouvelle dynamique du genre à la région du Tompi. On les découvre dans ce dossier proposé par notre correspondant Chris Ephraim Diomondé. Fatoumata, habitante de Mans dans la région du Tompi, est vendeuse de café ambulant. Un métier autrefois réservé aux hommes qui attire aujourd'hui de plus en plus de femmes déterminées à s'y imposer. Il a commencé à loco sec, banane sec là, il vendait ça sur la route. Quand il a commencé à ça, bon, un peu de banane est devenu cher, bon, il a laissé ça. Il dit, ah, quand il était à Abidjan, il y a un travail qu'il faisait. Il dit, maman, moi, il a fait ça. Il dit, qu'est-ce que j'ai? Il dit, ah, c'est travail de garçon, mais il aime me débrouiller. Bon, ils sont allés payer ça là, avec mes trucs. Il a payé café grain là. On travaille avec ça. Mais en tout cas, c'est cher maintenant. Bon, il a payé ça, il a commencé. Place à la préparation. J'aime soigneusement découpé, citron pressé, café moulu, un savant mélange d'ingrédients qui donne naissance à une boisson au goût unique dont elle seule détient le secret. Après plusieurs heures de travail minutieux, le café est prêt à être consommé. Soudain, son téléphone sonne. Elle reçoit un message. Un client la contacte. Sans attendre, elle se rend sur le lieu du rendez-vous pour effectuer sa vente. Depuis plus de 4 ans, thermos et gobelet en main, Fatoumata sillonne les artères de la ville de Mans. Un métier exigeant, surtout pour une femme, mais portée par une détermination sans faille. Elle brave les contraintes sociales et les difficultés du quotidien pour s'affirmer et gagner son autonomie. Le jour que je gagne, le jour où je ne gagne pas. Le jour où je peux gagner, je peux faire matin et soir, je peux gagner 6 000 souvent. Souvent, je peux gagner 3 000. Ce n'est pas facile. Souvent, on prend, souvent c'est mon papa même qui fait tout. Bon, je remercie mon papa. Parce que depuis que je suis venu, bon, c'est lui qui fait tout pour nous. Son engagement et sa persévérance forcent l'admiration. Le café de la dame est très bon. Voilà, c'est bien fait. Et puis bon, quand tu bois, ça te libère. Voilà, il y a le nyamakou dedans, il y a tout dedans. Et puis ce qui m'a encouragé chez elle, elle sait chercher l'argent. Donc vraiment, il faut l'encourager. Forte de son expérience, Fatoumata ne se contente pas de réussir seule. Elle devient aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres femmes. Le message que peut donner à les filles aujourd'hui, en tout cas, il n'a qu'à se lever pour travailler. Aujourd'hui, là, on ne peut pas s'asseoir pour dire que le garçon n'a qu'à faire tout. Il faut te débrouiller. Tu peux aider ton mari aussi. Puis les enfants, on peut garder quelque chose pour les enfants demain. Dans une ville en pleine effervescence, où chaque activité traduit une lutte quotidienne pour la survie, d'autres femmes s'imposent dans des secteurs encore plus exigeants, notamment le transport urbain. C'est dans cet univers que Adrienne exerce le métier de chauffeur de taxi depuis 5 ans. Au volant de son véhicule, elle rivalise avec ses homologues masculins à la recherche de clients. J'ai aimé le métier depuis toute petite. J'aime les métiers d'hommes. Souvent, il y a d'autres qui se moquent de moi, mais je fais avec. Il n'y a pas de saut métier. Le métier nourrit son homme. Un métier harassant, mais qui lui permet de subvenir à ses besoins. Au moins 150 ou 200 par mois. Souvent, ça dépend du mois. Sa bravoure et sa détermination lui ont valu respect et reconnaissance dans un milieu fortement masculinisé. Cette jeune dame-là, elle est très courageuse. Chez moi, à Mans, ici, elle doit être la deuxième jeune dame de conduire taxi-ville. Nous, notre rôle, c'est d'encadrer les gens. Et elle a pris le courage, elle est avec nous ici. Et c'est pour ça qu'on décide même de l'encadrer, comme les garçons aussi, pour qu'elle puisse avoir son taxi à elle-même. Après la route de la ville, cap sur un autre univers, celui de la tapisserie,
où une femme fait également valoir son talent. Tapissière depuis 3 ans, Anne Sati a embrassé ce métier avec passion. Vêtue d'une tenue de travail simple, elle incarne la persévérance au féminin dans un univers réputé masculin. J'ai toujours voulu marquer la différence parce que j'aime pas trop faire comme les autres. De passage, j'ai vu le patron, mon patron actuel, il m'a inspiré et c'est comme ça que j'ai décidé de venir travailler avec lui. Pour elle, réussir dans ce domaine reste un défi quotidien qu'elle relève avec détermination. Aujourd'hui, la qualité de son travail séduit. Les matières que nous utilisons, il y a la quantité, il y a la qualité. Elle maîtrise la qualité et la quantité. Elle joue un rôle incroyable. Le rôle qu'elle joue, il n'y a aucun garçon ici qui peut le faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand je rentre dans les banques, les machins, c'est les femmes qui sont au niveau des caisses. Mais avec elle, je n'ai aucun problème. Mais Anne ne se contente pas de s'arrêter là. Elle nourrit déjà de grandes ambitions pour l'avenir. Mon objectif après ici, c'est de faire mon atelier et employer d'autres filles. Promouvoir l'accès des femmes à tous les métiers et favoriser leur pleine expression professionnelle constitue une vision portée par le président de la République. Depuis 2 ans, avec l'accompagnement de UNICEF, un projet qu'on appelle Appui à la formation et à l'insertion des adolescents dans les métiers dits innovants. Il s'agit des métiers d'hommes. Et ce projet a pour objectif d'insérer les adolescents qui déscolarisés, qui sont sortis, qui ne sont plus dans le circuit scolaire, qui sont déscolarisés, à l'effet de leur donner une formation dans certains métiers dits d'hommes. On demande aux filles d'oser aller vers les métiers d'hommes. Et là, elles auront plus de visibilité. Et je crois que c'est en train de venir. De la vente de café aux commandes d'un taxi, en passant par les ateliers de tapisserie, ces femmes redéfinissent les codes et repoussent les limites dans le temps pris. Par leur courage et leur résilience, elles participent à l'émergence d'une société où le travail n'a plus de genre, mais repose sur la compétence et la détermination. On reste à Mans pour parler cette fois-ci d'architecture avec ces maisons peu ordinaires qui ne reposent pas sur du béton comme d'ordinaire, mais plutôt sur de la pierre brute, des roches naturelles façonnées par l'ingéniosité humaine et qui servent donc de fondation. Des habitations qui défient le poids des années et qui redonnent à la capitale du Tongpi une allure assez particulière. Notre reporter Ange Quadio vous invite à la découverte de ces bâtisses peu ordinaires. Regardez. Au cœur de l'ouest montagneux à Mans, un autre type de construction utilisant les matériaux atypiques locaux, notamment des roches pour les sous-bâtiments, se développe. Des salles de classe de la ville ont été réalisées avec cette technique dans les années 70. Cet établissement a été d'abord construit par les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de l'Assomption. Elles ont utilisé les pierres, ces pierres que vous voyez là, parce qu'elles sont d'origine espagnole et elles se sont inspirées de leurs coutumes, de leur savoir-faire pour pouvoir bâtir ces bâtiments que vous voyez. Il n'y a pas de fissures parce que c'est la nature même qui s'impose. Là, il n'y a pas de fissures, les pierres sont bonnes. Pour ces réalisations, les bâtisseurs ont parfois recours aux roches concassées. À côté du chef-d'œuvre des sœurs catholiques, certains habitants de Mans ont eux aussi utilisé cette technique de construction. À Doyagune 2, sur les pentes abruptes autour des sommets, des habitations prennent appui sur des roches massives. Ces murs de soutènement donnent l'impression d'être en contact direct avec le granit affleurant. La topographie accidentée de ce quartier pousse les bâtisseurs à tirer profit de leur emplacement. Bon, au commencement, on avait cassé les cailloux, mais en tas. Et puis, on a mesuré la maison pour faire la fondation. Cette fondation, c'est toujours dur. Ça là, ça ne peut pas casser. C'est nous-mêmes on a fait. On n'a même pas cherché les maçons ailleurs, c'est nous on a fait. Donc on fait confiance à notre fondation. Ces maisons, à en croire les riverains, ont une longue durée de vie. La première fois, vu que moi je n'ai pas l'habitude de voir, je me doutais. Qu'est-ce qui se fait que les gens construisent avec cailloux? Mais j'ai vu que jusque-là, c'est résistible. Même où ils ont dit que la terre a tremblé, nous, on n'a rien reçu ici. Notre maison est restée intacte. Ce type de maison qui intrigue le visiteur semble s'ancrer dans la roche elle-même. L'effet visuel est stupéfiant et immédiat. Ça, c'est les maisons vraiment qui ont duré. Je suis arrivé, quand j'ai constaté qu'il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de machin. Si ce n'est pas les toits
qui sont vieillissants, qui ont duré. Ces maisons au soubassement constituées de roches, on les retrouve un peu partout dans la ville de Mans. Au quartier Air France, Charlène Djangoué prétend qu'elle n'a jamais assisté à des réparations murales. Ces maisons sont en l'épreuve du temps. C'est bon parce que nous-mêmes, on les nés trouvés comme ça. Il n'y a pas eu de problème un jour. Le seul problème, c'est de mettre peinture et puis arranger les toits, c'est tout. À Mans, les maisons réalisées avec les roches ne sont pas seulement des constructions pour beaucoup d'habitants. Elles incarnent un lien profond avec le paysage naturel, témoignant d'une grande architecture adaptée au relief montagneux. Parler du mandarin en plein cœur du Cavally. Un choix assez surprenant qui séduit pourtant de nombreuses jeunes filles. À Guiglo, des collégiennes ont fait de la langue chinoise leur nouvelle passion. Entre curiosité culturelle et ambition professionnelle, elles apprennent une langue dont la phonétique est carrément différente de leur langue maternelle ou encore du français. Pourquoi le mandarin est-il devenu leur nouveau coup de cœur? Direction Yaoundé dans la commune de Guiglo pour découvrir ces jeunes filles qui tentent le tout pour devenir bilingues. Godefroy Okambawa, Salomon Leroy. 你好 Jen 你好吗我很好你呢我很好很高兴认识你很高兴认识你谢谢谢谢再见再见 Ces deux jeunes filles parlent le mandarin, communément appelé le chinois. Nous sommes au collège moderne jeune fille Dominique Ouattara de Yaoundé, village dans la commune de Guiglo. Le mandarin ici est comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand, l'une des langues étrangères dispensées dans cet établissement d'excellence dédié aux jeunes filles. Chaque cours de mandarin est suivi avec un grand intérêt. Pour moi, le chinois est une langue fantastique, une langue à laquelle je m'intéresse beaucoup. Parce que le chinois, pour moi, c'est très important. Kwasinda est le seul professeur à enseigner le mandarin dans cet établissement en qualité de professeur d'art plastique. Sa maîtrise de la langue chinoise ajoutée à ses compétences pédagogiques ont fait de lui la personne idoine pour assurer le cours de mandarin. Entre lui et les apprenants, de bons rapports, au bout desquels une forte motivation et une réelle volonté de maîtriser la langue chinoise. La salutation, c'est vraiment l'une des premières leçons à apprendre en chinois. Donc aujourd'hui, on a commencé par la salutation. C'est pourquoi vous avez vu, les enfants ont beaucoup insisté sur le ni hao. C'est vraiment l'une des premières leçons pour apprendre le chinois. J'encourage les parents à aider les enfants à apprendre cette langue-là, à faire en tout cas beaucoup d'efforts. Parce que la Chine, comme on le dit souvent, c'est l'avenir. La langue chinoise est la plus parlée actuellement dans le monde. Et qu'il y a plus en plus d'entreprises chinoises qui sont dispersées dans tout le monde, soit en Afrique, en Europe, en Amérique. Donc je pense que maîtriser la langue chinoise permet d'obtenir plus d'opportunités à postuler certains postes qui nécessitent une communication bilingue. L'enseignement du mandarin au collège Dominique Ouattara de Yaoundé est né de la volonté de la principale de ce collège, Léocadie Kofindri, anciennement adjointe, chef d'établissement au collège Sainte-Marie de Cocody. Elle avait à cœur de porter le projet dans l'établissement qu'elle dirigerait. Paris tenu à Yaoundé, à la tête du collège depuis 2024. C'est une langue qui est pratique, à la fois orale et écrite. Et bon, vous avez dû voir que le professeur a donné des fiches aux élèves pour apprendre à écrire. Et donc, l'écriture, c'est, je dirais, une écriture qui apprend aussi la discipline. Quand vous voyez l'écriture chinoise, ce n'est pas du tout aisé comme ce que nous avons l'habitude de voir. Ça apprend la discipline parce que vraiment, il faut être appliqué. Et donc, l'apprentissage du mandarin développe en elle d'autres compétences. Toutes les classes, quel que soit le niveau, ont le mandarin au programme. Et l'intérêt va grandissant, quoique seulement 1 heure de cours est dispensée par classe et par semaine. Dans la région du Cavally, et notamment à Guiglo, où plusieurs entreprises chinoises sont établies, l'initiative est appréciée et annonce de belles perspectives pour les apprenants. Étant la langue la plus parlée,
lorsqu'elles auront leur diplôme et qu'elles auront, peut-être elles seront aussi le marché de l'emploi, avoir appris cette langue leur ouvrira, ce sera une opportunité en tout cas pour elles de pouvoir aussi peut-être trouver aussi du travail plus facilement. L'introduction du Madarin au programme des enseignements au collège, Dominique Ouattara reçoit de bons retours. La direction régionale de l'éducation nationale du Cavali envisage son extension dans tous les établissements secondaires publics de la région. Au fait, savez-vous comment on dit en mandarin ou en chinois bonjour? Dites simplement Hiran. Apprendre le mandarin, une vraie porte d'ouverture sur le monde, et on s'y mettra assurément. Bouaké s'apprête à accueillir une vaste opération de sensibilisation sur les règles du marché. Environ 3000 commerçants prendront part les 12 et 13 mai prochains à un atelier de formation sur le droit de la concurrence. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs du commerce face aux pratiques anticoncurrentielles et également de promouvoir une meilleure régulation du marché. La rencontre réunira également des organisations professionnelles, des administrations publiques et des étudiants. Le Sud Comoé est notre prochaine destination, une région où la viande de bœuf n'est plus du tout à portée de bourse. Entre l'approvisionnement qui coûte cher aux commerçants et le pouvoir d'achat des populations qui est en baisse, les grands consommateurs de viande tentent de s'adapter à cette flambée de prix. C'est le constat de nos reporters qui ont sillonné pour vous les marchés et boucheries de la ville de Beaunois. Zeynab Zungrana, Yafolo Soro Desana et Enoch Yao. Ça fait un avion de bœuf là, je n'ai pas encore mangé. Le kilo à 4 000. L'an du marché, il est combien? Je ne mangeais pas. Grillade, rôti ou bouillon, la viande de bœuf est la star de nos assiettes. Mais depuis quelque temps, le coût de cette viande ne cesse d'augmenter. À Beaunois, dans le sud de Comoé, cet aliment de base devient un luxe. Le prix du kilogramme de bœuf ne cesse de grimper aux grandes dames des consommateurs. On veut que le prix revienne comme avant. À 1000 francs, tu as demi-viande, tu peux manger. Au nord, là-bas, c'est moins cher. Mais ici, on ne peut pas manger viande de bœuf. En tout cas, on souffre. Ici, la viande de bœuf est un peu plus chère. Maintenant, quand c'est comme ça, on consomme ça moins. Ton argent de marché, là, c'est 2 000, 3 000. Tu as payé quasiment 1 000 francs. Tu as payé rien, placali, 1 000 francs. Tu as pris combien pour payer viande de bœuf? Il y a une viande, on appelle ça à bolo ici. C'est moins cher. Donc, c'est ça que tout le monde utilise. Même constat de l'autre côté du comptoir. Les bouchers, eux aussi, se disent victimes de cette flambée des prix. La viande de bœuf, nous, on va acheter ça au port, à l'abattoir. Les gens disent que bœuf ne vient pas, donc bœuf est devenu cher. On est obligé de prendre à 3 450, on est obligé de faire à 4 000 ici. Ça ne sort pas, ça ne nous arrange pas. Les clients se plaignent tellement que nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Vous voyez, quand ça reste, on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc on fuit. C'est là ça finit maintenant. Au de 1500, ça revient à 1000 francs. On ne gagne rien, mais pour que c'est notre travail, on est obligé de faire ça comme ça. Auparavant, quand on vendait, dans une semaine, on peut avoir 70 000 comme bénéfice. Mais maintenant, là, on ne gagne même pas 50 000 ni 30 000. 20 000, mais ça ne sort pas. Parce que le marché est devenu cher. La viande de bœuf est devenue chère. On demande de diminuer, on ne diminue pas. Mais il peut dire aux autorités que on va essayer de diminuer la viande de bœuf, c'est très cher. Face à la grogne qui monte, les autorités locales tentent d'intervenir pour réguler les tarifs et soulager le panier de la ménagère. La population se plaint du coût du kilo de viande. Il faut dire que ce que la mairie entend faire, c'est de saisir le ministère du Commerce et de l'Industrie qui est en charge de la réglementation des produits de première nécessité. C'est un dossier qui est vaste, qui ne concerne pas uniquement la viande de bœuf, mais tous les autres produits. Et nous entendons donc remonter l'information. Alors, la question qui se pose est comment sécuriser l'approvisionnement. Pour Traoré Moussa, le président national des acteurs de la filière bétail, les défis sont nombreux. La cherté de la vie, là, ça concerne tout le monde. Nous, on a beaucoup travaillé, le ministère du Commerce, le ministère des Ressources animales, pour que la bétail devienne un peu moins cher. Mais ce n'est pas faute de quelqu'un. Présentement, là même, pour faire l'élevage, là, ce n'est pas facile. Tu payes un animal, là. Il faut qu'il donne à manger chaque jour que Dieu fait. Donc, au fur et à mesure que tu vas vendre, là, il faut que toutes les dépenses que tu as fait, là, tu mets sur le bœuf pour vendre. Le transport, là, c'est double transport. Avant, là, c'était juste tout près, là. C'était une frontière qui était entre Côte d'Ivoire et les autres pays. Mais aujourd'hui, là,
Les étrangers longs. Donc tout cela, il faut que tu mets un peu de plus là-dessus. Ça va s'améliorer parce qu'aujourd'hui, ils sont mis en stratégie. Comme le gouvernement a mis une stratégie au niveau de l'élevage national. L'élevage moderne. Je pense que bientôt là, s'ils sont venus vendre dans les marchés, nous aussi on paye moins cher et puis on vend moins cher. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire produit environ 42 000 tonnes de viande bovine par an selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce chiffre est très loin de couvrir les besoins nationaux. La production locale de viande, toutes catégories confondues, ne satisfait qu'environ 44% à 49% de la demande. En attendant des solutions durables, la viande de bœuf continue de déserter les foyers modestes. Une crise du pouvoir d'achat qui pèse lourdement sur le quotidien des consommateurs. Tout autre chose à présent et nous prenons la direction de Béquet, des routes aux écoles en passant par les centres de santé. Plusieurs localités de la région ont besoin d'infrastructures et face donc aux attentes des populations. Le président du conseil régional, Jacques Assaoré Conan, affiche sa volonté d'accélérer les projets de développement. Mais quels seront les chantiers prioritaires? Éléments de réponse dans ce reportage de Richemont Ngouran et Charles Tatou. Le développement des villages reste une priorité portée par les mutuelles locales. Cette dynamique est appuyée par l'État à travers les conseils régionaux. À Bouaké, capitale de Béquet, le conseil régional, avec à sa tête le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assaoré Conan, s'inscrit dans cette logique de développement à doter les zones rurales d'infrastructures de base et à améliorer les conditions de vie des populations. Si certains villages bénéficient déjà de ces actions, d'autres accusent encore un retard important. À Kwasi-Blekro, Mbassou, situé à 9 km de Bouaké, le manque d'infrastructures se fait fortement ressentir, suscitant l'appel du chef du village. Je demande aux autorités administratives de pouvoir venir nous aider. Pas d'accès pour entrer dans le village. Il n'y a pas d'hôpital, l'électricité, ni rien. Actuellement, là, ça ne va pas. Les femmes et les jeunes expriment également leur besoin d'un meilleur cadre de vie. Aux autorités de porter un regard sur Kwasi-Blekro Mbassou. Problème d'eau, c'est compliqué, l'école est compliquée. Ceux-mêmes qui sont à Kwasi-Blekro, Gossan et dans les autres villages, de se pencher sur le cas de Kwasi-Blekro Mbassou pour le développement de ce village. À Kwaku-Miakro, le village bénéficie de l'éclairage public, mais des besoins persistent, notamment en eau potable. Notre président Alassane Ouattara, qui a pensé à nous avoir le courant. Bon, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses à faire encore. On n'a pas de l'eau. On a besoin de l'eau. Souvent, les mamans se lèvent tôt pour aller chercher de l'eau au puits. Pompe aussi, on n'en a pas. Donc, on a besoin du gouvernement de nous aider. Même constat à Angakro. À Angakro, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Il nous faut de l'eau courante, une école primaire, un centre de santé. En tout cas, ces trois choses nous préoccupent beaucoup. Sur l'axe Bouaké-Béoumi, nous avons le village Assieblenou. Ici, malgré sa dotation en école primaire publique, beaucoup reste encore à faire dans ce village, selon les habitants. Nous voulons une extension, que ce soit au niveau de la cité comme au niveau de l'eau. Je n'aime pas encore le foyer polyvalent, c'est-à-dire le foyer des jeunes, où nous pouvons tenir nos réunions pendant les saisons pluvieuses. Face à ces sollicitations, le président du conseil régional assure de la disponibilité de ces structures de développement qu'il dirige quant aux solutions à leurs problèmes. Nos priorités, c'est d'abord l'eau. Donc nous avons pris l'engagement de faire en sorte que d'ici 2027-2028, chaque village doit doter d'un point d'eau potable. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'école paillote dans le Béquet. Les centres de santé aussi sont une préoccupation. Les routes, intervillages, mais je voulais rassurer les populations. Le chef de l'État, le gouvernement et nous-mêmes au niveau du Conseil, nous avons conscience des difficultés des populations. Et c'est pour ça, à chacune de nos réunions de Conseil, nous rassurons les populations que
nous prenons toutes les dispositions pour améliorer leur bien-être. Les initiatives engagées, soutenues par la mobilisation des mutuelles et l'accompagnement du conseil régional, s'imposent comme de véritables piliers d'un développement durable et inclusif au service des villages. Et puis sachez, avant de poursuivre, que l'axe Bouandoukou-Dianra prend forme avec le démarrage technique imminent des travaux de bitumage de cette route longue de 117 km, entre mobilisation de l'entreprise chargée des travaux et indemnisation presque totale des personnes impactées. Toutes les conditions semblent réunies pour le lancement effectif du chantier dès ce mois de mai. En ligne de mire également la réalisation de 550 km de routes rurales d'ici à fin 2026. À Kimbirila-Nord, dans la région du Folon, cette fois, le manque d'eau en saison sèche n'est plus une fatalité pour les maraîchers. Une pompe à motricité humaine redonne espoir aux producteurs. Une innovation efficace qui transforme progressivement les pratiques agricoles dans cette zone frontalière du Mali. Découvrons avec Siekwasi cette solution qui change le quotidien des populations à Kimbirila-Nord. Reportage. Nagina, 12 km du Mali. Une mission du Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique PIDAC vient d'arriver sur le site du groupement Benkelema du village. Benkelema, synonyme en langue locale malinké de l'union fait la force. Au programme cet après-midi, la présentation de la nouvelle pompe mobile à motricité humaine qui vient soulager les souffrances des productrices sur le chemin de la quête de l'eau en cette saison sèche qui bat son plein dans le nord. Séance de démontage, de montage et de raccordement de l'appareil au puits existant et au cours d'eau qui jouxte le périmètre. Une machine qui est utilisée de façon mécanique. Elle n'a pas besoin d'utilisation de carburant. Quand vous pédalez, il y a un piston qui descend. Quand vous pédalez encore, le deuxième monte. Et c'est les mouvements de va-et-vient qui arrivent à tirer l'eau de la source jusqu'au niveau de l'endroit où nous voulons faire l'irrigation. Physiquement, ça peut être un peu épuisant, mais comme elles ont également besoin de faire beaucoup d'activités physiques pour se tenir en bonne santé, donc c'est comme si en même temps qu'elles faisaient leur sport, elles arrivaient à résoudre le problème d'eau. Et c'est concluant, c'est la fête au champ. Dans la saison, c'est que le problème nous fatigue. Maintenant, on n'a pas beaucoup de pluie ici. La machine qui est là, ça peut nous aider. À 12 km de là, Kimbirila-Nord, les femmes du groupement, baptisées les mamas d'honneur, également fascinées par la simplicité de la machine et par son effet immédiat sur leur quotidien. Vous voyez la joie de ces groupements-là, et le PIDAC est à la base. Voilà, elle appuie les groupements à travers des techniques agroécologiques et à travers un appui matériel aussi. Avec le PIDAC, on voit qu'il y a une cohésion sociale. Voilà, cette cohésion sociale se matérialise à travers le travail communautaire que vous voyez. Voilà, ce travail en groupe avec de la joie qui se dégage, les résultats sont positifs. Le troisième village, c'est Sanzanou. Tous les puits ici sont à sec. Cette année, la saison sèche est plus rigoureuse. L'unique recours qui s'offre à ces femmes, c'est cette rivière boueuse qui longe leur périmètre. Pour l'intérêt supérieur des femmes du village, les hommes s'engagent. Mes mamans, elles sont fatiguées pour venir prendre l'eau ici pour partir travailler avec ça. C'est à cause de ça, nous on vient pour enlever les bois qui sont dans l'eau là. C'est à cause de ça, nous on vient. Au village, vraiment, comme on est solidaire, c'est très facile de mobiliser les gens pour venir faire. En une semaine, vous allez venir voir, de là, on va bien aménager le coin. Dans le camp de l'équipe du PIDAC, on se frotte les mains tout de même. La pompe à motricité humaine mobile, vantée au Mali pour ses performances avérées, vient effectivement de faire ses preuves. L'eau gicle des profondeurs des rivières et des puits pour le bonheur des productrices. En période sèche, vraiment la question de l'eau est une question qui est primordiale, qui est vraiment très délicate. Sans l'eau, les cultures ne peuvent pas vraiment bien donner.
avec cette machine, je pense que nous avons apporté une réponse à leurs inquiétudes qui étaient comment maîtriser l'eau pendant la saison sèche. La machine fonctionne correctement. L'eau vient à flot. Et c'était ça l'objectif. Aider les femmes à pouvoir mobiliser l'eau pour pouvoir arroser leurs différentes cultures maraîchères. C'était très important. Kimbrilano est la dernière sous-préfecture ivoirienne frontalière avec le Mali dans la région du Folon. 5 villages de cette sous-préfecture bénéficient de ce programme d'urgence de production intensive, de maraîchers, de contre-saison. Il s'agit de Lélé, de Tiefinzo, de Sanzanou, de Nagina et de Kimbrilano. Le PIDAC, c'est un programme sous-régional piloté au plan national par le ministère des Eaux et Forêts et financé par la Banque africaine de développement, la BAD et ses partenaires financiers en vue de l'autonomisation des femmes et de la résilience des populations face aux défis du climat. Et puis avant de refermer ce journal, sachez qu'à Pouliedouo, dans le département de Bouna, la qualité des noix brutes de cajou a réuni cette semaine producteurs, pisteurs et acheteurs autour des bonnes pratiques post-récolte, initiées par le Conseil du coton de l'Anacarde et du Carité et animée par l'ANADER. Cette action vise donc à améliorer durablement la qualité marchande de l'Anacarde Made in Côte d'Ivoire. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain.